J'ai autant vidé des salles que j'en ai rempli. Si je mettais peut-être une pizza derrière moi, c'est bien. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça va pas à tout le monde, mais dans mes cheveux, c'est pas mal. On dirait une mozzarella quand on est une belle mozza. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle donc Franck Senot. Il y a une conf d'histoire des idées tous les mois. Et aujourd'hui, étonnamment, nous allons parler de pizza, mais le titre du livre de Sylvie Sanchez, qui est là, que je vais vous faire circuler, ça coûte 10 euros. Ça a été réédité. Il date de 2006 et il a été réédité en 2016, ce qui commence à faire beaucoup. Et en fait, c'est plutôt une sociologue, plutôt une femme qui travaille elle est docteur en anthropologie, qui s'intéresse aux mœurs, en fait, à comment les choses circulent. Et ce pourquoi je voudrais parler d'elle, c'est, bon, déjà pour vous donner faim, parce qu'il y a de la pizza pour tout le monde, c'est que, essayons de résumer très simplement. La pizza est à la fois un objet qui vient du terroir, qui vient de l'Italie, apparemment Naples et aussi Marseille, et qui, par des trajets que va décrire Sylvie Sanchez, devient le symbole de la malbouffe. C'est-à-dire la grosse pizza américaine, plein de fromage, et la pizza surgelée, le fait qu'on puisse vivre dans la société des Trente Glorieuses avec ça. Et en fait, ce que Sylvie Sanchez raconte, elle raconte à la fois l'histoire de la pizza, ce qui est une histoire tout à fait amusante que je vais décrire avec vous, mais aussi cet enjeu de culture et mondialisation, c'est-à-dire comment elle a écrit un second livre. Je trouve qu'il n'est pas connu à la hauteur de ce qui serait prévu. Voilà, le sien, avec le petit résumé. Objet simple et modeste, la pizza demeure à ce jour un cas d'école exemplaire pour comprendre les mécanismes inhérents à l'emprunt et au changement culturel. Donc c'est là où c'est un gros résumé, s'il y en a en face de moi qui s'endorment, c'est que la pizza va voyager, elle va prendre des choses de certains pays, et puis elle va trouver de quelle façon elle fait des emprunts. Mais ce qui est tout à fait passionnant et intéressant, puisqu'on va du XVIe siècle à aujourd'hui, et puis on est devant un objet qui est vraiment très très connu, c'est pour ça qu'elle a fait un second livre qui s'appelle Pizza Connexion, une séduction transculturelle. Ce qu'elle en tire comme conclusion est un peu inattendu, et c'est ça qui m'intéressait de partager, c'est que finalement, la mondialisation n'apporte pas forcément que de l'uniformisation. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la mondialisation va développer partout des objets qui sont indifférents, et en fait, pour faire vite, il y a des pizzas qui ont des types différents dans différents pays. Par contre, la deuxième chose qu'elle pense en dessous, en plus de cette mondialisation qui est plus compliquée que prévu, parce que ce n'est pas un sujet qui est tellement débattu par les philosophes, la mondialisation. Là, il y a deux exemples simples. J'aime pas trop son travail, mais je le montre quand même. Gilles Lipovetsky, voilà, sur la société d'hyperconsommation. Les philosophes sont plutôt critiques sur le fait qu'on serait en train de consommer tout le temps. Vous connaissez peut-être Jean-Paul Nerrière, qui est un type très très marrant, qui a inventé le globish. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le globish, c'est facile. C'est une sorte de langage. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu. C'est un langage universel qu'il a parlé quand il était dans des ambassades, qui est une sorte d'anglais mal parlé qui se comprend dans le monde entier. C'est une sorte de langue un peu intermédiaire qui ressemble à quand, je vais dire moi, un Indien ou moi parlons anglais, un truc un peu vaseux. Entendre parler là. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. In the last 50 years, more and more, the people of the world have been trying to use a common language. Vous voyez, le principe du programme, c'est de dire notre société s'est globalisée, et donc dans cette globalisation, tout s'écrase. On est une sorte de niveau moyen. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que la globalisation, elle est géniale, mais ce qui est intéressant dans le livre de Sylvie Sanchez, c'est que je vais regarder des détails de son histoire en regardant des passages aussi, et pour qu'on voit ce que ça veut dire que ces échanges. Et puis si je fais la conclusion avant la fin, c'est que finalement, on ne pense pas à un objet comme une pizza ou comme une idée ou comme un livre,
mais on va le penser plutôt comme un maillage, c'est-à-dire un réseau de plein de choses qui entrent et sortent, se déplacent, ce qui est pas forcément notre habitude de pensée occidentale ou de ce qu'on nous apprend à l'école, vous savez, de faire un plan, une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Là, toutes les choses peuvent changer, elles peuvent évoluer. Donc cette critique ou cette moquerie de Jean-Paul Nerrière, on la retrouve dans cette critique aussi de Lipovetsky. Et puis on a des textes. André Tozzel, il est là ouvertement de gauche et ouvertement en train de décrire le rapport du capitalisme et de cette mondialisation, puisque la cause, c'est la circulation des biens et de l'argent, qui fait qu'il y aurait une circulation continuelle des idées, du langage, qui aurait tendance à tout aplanir. C'est contre cette idée-là, ou en tout cas pour essayer de la décrire mieux, qu'on va regarder ça. Voilà, philosophie de la mondialisation. Là, vous pouvez trouver ça, c'est Canal TV. J'aime bien montrer des extraits en ligne parce que c'est pratique. Et puis ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre des photos, d'ailleurs, ce que vous avez fait. Là, on a une conférence d'1h20. Vous voyez, il précise que la philosophie française est assez silencieuse sur la mondialisation. Les sciences humaines, sociales les étudient, ce que fait Sylvie Sanchez, elle vient plutôt de l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Mais finalement, l'enjeu philosophique, ce n'est pas tant que ça. Alors, la réponse, c'est ça. Et ça doit tenir dans 1 heure et quelques. Vous voyez, mon dossier, moi, je ne fais pas de PowerPoint. Il y a un dossier qui s'appelle Sylvie Sanchez Pizza, et puis le deuxième qui sera la conclusion, qui va me permettre de parler d'appropriation avec un philosophe qui est très intéressant, qui s'appelle Timothy Morton. Ça devrait bien se passer et on va voir des trucs qui vont vous donner faim, normalement. Donc, la question, le sous-titre de Sylvie Sanchez qui m'intéresse, c'est la séduction transculturelle, c'est-à-dire que ça va être des rapports de déplacement d'un élément à un autre. On va regarder précisément, j'ai fait les captures d'écran de son texte et puis j'ai trouvé un seul endroit où elle est intervenue sur une journée UNESCO sur l'histoire de l'alimentation qui est tout à fait passionnante. Et voilà comment on va l'écouter parler tout de suite. Le son de son intervention n'est pas toujours fabuleux. Mondiale, est-ce qu'on n'a pas obligatoirement une homogénéisation? C'était moi la question initiale que je m'étais posée. Et donc, non. Hein. Le principe, et je vais le montrer, initialement, donc, on a toujours eu des difficultés à penser l'emprunt, les échanges entre les cultures, etc. Je parle toujours typiquement des Japonais de la fin du 19e siècle qui avaient très peur de devenir occidentaux parce que tout à coup, on les obligeait à changer un peu leur façon de manger, consommer des produits animaux, etc. Aujourd'hui, ils nous paraissent toujours aussi exotiques qu'il y a un siècle ou deux. Hein. Donc ça, on le verra aussi. Alors là, la première chose qu'elle dit, c'est que, je vais détailler son exemple, c'est que les Japonais ne mangeaient pas de viande et l'empereur va faire un acte officiel de manger de la viande pour inciter, après la perte d'une guerre, les Japonais à être plus costauds. Et donc, il y a toujours un acte politique dans l'alimentation, c'est ça qui paraît fou, hein, ça a l'air d'être on mange et on mange comme ça vient. Mais ce qu'on croit être des traditions sont des emprunts, des circulations, des choses qui partent, qui reviennent. Et puis sur la pizza, ce qui est très marrant, c'est que ça va servir d'identifiant pour les migrants italiens en France ou aux États-Unis autour d'un mets qui est flottant, parce qu'elle va dans le détail. On est alléché, mais il y a des nuances entre la pizza calabraise, napolitaine, il y a l'ensemble. Et puis, on ne se connaît pas, mais je suis un peu blagueur. La margarita, c'est la pizza vert, blanc, rouge, qui serait la pizza italienne. Elle va expliquer aussi pourquoi. Là, ce qu'elle vient de reprendre, c'est l'introduction, c'est-à-dire, finalement, on croit que cette diffusion mondiale et la circulation des biens et des personnes va unifier tout, et elle dit non. Et je vous avoue que quand je l'ai lu, et encore aujourd'hui, même après, elle est assez convaincante, mais je suis assez... On a quand même tendance à penser que la mondialisation écrase tout, en fait. Écrase tout et donne une espèce de goût moyen qu'on trouverait partout. Mais alors, ce qu'elle va décrire, c'est pour ça que les slides sont intéressants, en plus de l'entendre, elle a un accent merveilleux. Difficulté ancienne, dit le slide, à penser l'emprunt, les influences réciproques, c'est-à-dire, à partir du moment où on pense à un objet, alors on va sortir de la pizza, mais même un livre ou une invention ou une création, je ne sais pas, la Tour Eiffel, une chaise,
on a tendance à le voir comme un objet fini et pas voir comme un objet ouvert, on va dire, dans lequel des choses sont arrivées, elles vont influencer d'autres choses, comme si c'était quelque chose de continu. Parce que la pensée continuelle, comme ça, c'est une pensée plutôt orientale, pas une pensée très occidentale. Et donc, ce qu'elle dit là, c'est que finalement, le prétexte de l'aliment voyageur, c'est de se poser la question qui influence qui jusqu'à quand. C'est assez simple comme remarque, mais c'est pas rien. C'est que le fait que ça soit toujours ouvert fait que c'est pas homogène et que c'est pas fini, c'est pas typé. Donc, les Japonais, on va voir l'exemple, avaient peur de devenir occidentaux en mangeant de la viande et ils sont toujours aussi japonais. Et donc pour la pizza, finalement, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'elle parvient à ménager les identités particulières, d'où lui vient sa capacité à s'adapter comme ça, à travers les cultures, à toutes les nécessités culturelles, finalement. Donc, mondialisation versus homogénéisation, hein, l'un n'implique pas l'autre. Il y a sûrement d'autres conséquences à la mondialisation, mais sûrement pas l'homogénéisation. Les cas de déculturation complète restent extrêmement rares dans l'histoire des cultures. Hein. Alors, ce qu'elle dit, c'est énorme politiquement, c'est-à-dire, elle dit, il y a mondialisation, mais ça écrase jamais les cultures. Ce qui est quand même pas du tout ce qu'on a comme idée, hein. Et c'est tout l'intérêt de regarder de la philo ou des bouquins, c'est parce que ça chahute le cerveau et puis tu te dis, c'est vrai, ça, quand même, on a tendance à penser que. La pizza, c'est une espèce d'objet qui va survivre et s'adapter à plein d'éléments. Parce que vous voyez, l'histoire d'un paradoxe, un aliment mondialisé qui pourtant n'efface pas les frontières. Il va y avoir des spécialités. Bah, je ne fais pas l'affront de demander si tout le monde a déjà mangé de la pizza, mais en fait, la pizza, si on va vite, hein, la pizza française, elle est plutôt plate. La pizza américaine est plutôt en épaisseur. Et là où l'analyse alimentaire est absolument géniale, c'est que la nourriture américaine est plutôt dans la verticale. C'est-à-dire, il y a des trucs les uns sur les autres, comme le hamburger. Et elle donne un exemple à un endroit, comme le chili. C'est une chose sur une chose, sur une chose, sur une chose. La nourriture en Europe est plutôt spatiale. C'est-à-dire, elle est plutôt étendue. Tout comme la façon de pratiquer le restaurant va être sur un temps compté. Aux États-Unis, on va venir, on enchaîne les plats et puis on passe à autre chose. Et pour chez nous, elle parle plutôt d'un temps étendu, c'est-à-dire où on est au resto, on va au resto. Et une des difficultés des pizzerias, pour les deux endroits, c'est d'être plutôt associé à une nourriture de rue et de pauvres avant d'être reconnu, et puis une nourriture de migrants en plus, avant d'être reconnu comme un truc soit exotique, soit luxe. Parce que c'est là où elle dit cet aliment est passionnant, c'est que ça se mange dans les rues encore aujourd'hui. Et puis, ça peut être un truc qu'on mange devant la télé en regardant du foot ou dans la rue. Et puis, ça peut être pris par des cuisiniers de haut vol et passé pour un plat un peu chic. Ça paraît un peu beaucoup, mais on a des endroits où, à une époque, elle est un apéritif. Petit à petit, elle devient un plat en soi. On a tous les éléments. Et donc moi, tout l'objet de mon travail, c'était de comprendre qu'est-ce que c'est ce processus d'appropriation, de réappropriation, pour qu'il y ait acculturation et pas déculturation. Elle vient de dire comment les choses viennent les unes dans les autres et comment on ne perd pas sa culture quand ça arrive. Acculturation, c'est-à-dire ça aspire et ça l'intègre. Déculturation, ça voudrait dire ça la chasse, elle ne l'est plus là. Ce qui est un enjeu génial parce que là, à première vue, on n'est plutôt pas d'accord. Ça a l'air complètement bizarre comme idée. Voilà à quoi ressemblent mes slides de photos mal faites. Si on lit mal, c'est normal. C'est parce que je voulais juste montrer le titre de la difficulté à penser l'emprunt et le changement culturel. Voilà l'enjeu du livre. Comment est-ce que quelque chose peut être emprunté, arrivé dans un pays, et on aurait un exemple. La pizza est chouette parce que c'est un objet compréhensible facilement. Alors l'histoire qu'on a racontée, elle est en dessous. Là, voilà, Japon 72. L'empereur Meiji 1872 consomme publiquement de la viande de bœuf en assurant à son peuple que le goût en est excellent. Promotion des produits laitiers et de la viande est un programme de réforme plus vaste dont l'objectif est de doter le Japon des éléments techniques et humains nécessaires à la construction de réponses aux traités inégaux édités par l'Occident devenu menaçant. C'est-à-dire ils ont perdu des guerres, ils sont un peu mollassons, il faut qu'ils mangent de la viande. Ma femme étant et nutritionniste et végétarienne, je ne lui ai pas montré encore, sinon elle va perdre ses cheveux. Mais là, je vous dis ça parce que moi, je ne suis pas végétarien, mais quand je cuisine avec elle et pour elle, je le fais bien volontiers, on associe force à viande. Et vous allez voir qu'aux États-Unis, ça a été pensé comme une politique publique, en fait. C'est-à-dire l'idée de nutriments, l'idée de vitamines arrive au début du XXe siècle seulement. Et il est associé à une décomposition de la nourriture pour apporter telle et telle chose qui vous manquerait.
Et donc, pendant longtemps, les Japonais, pendant des siècles, ils ont été végétariens. C'est-à-dire, on a des exemples de gens qui n'ont pas mangé de viande et ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, on pourrait faire l'aparté aujourd'hui. L'enjeu végétarien dans les cantines, c'est un enjeu politique invraisemblable. Quand à Bordeaux, le maire supprime la viande, les gens ils font des bonds comme ça en disant c'est un scandale, on veut nuire à nos enfants. Parce qu'on a des habitudes liées à nos habitudes personnelles, à une habitude qui a l'air culturelle, mais qui, quelquefois, quand on remonte en amont, n'est pas très vieille, puisqu'on peut être végétarien pendant très très longtemps. Bon, la meilleure réponse à Bordeaux, ce sont les enfants qui l'ont apporté, puisque quand on leur a demandé si ça les gênait de plus manger de viande à la cantoche, ils ont dit non, elle est dégueulasse. C'est une réponse à la mondialisation. Voilà, donc le petit extrait, celui-là, je le décortiquerai pas trop parce que j'en ai beaucoup à montrer. Donc l'empereur Meiji fait un geste symbolique en mangeant de la viande. Le processus en cours est limpide pour l'empereur, modifier la diète de son peuple qui est chétif comparé aux occidentaux de la même période en l'enrichissant de produits animaux. Pour le peuple japonais, le geste impérial, vous arrivez à lire, ça va, s'apparente à une application d'un principe d'incorporation, c'est-à-dire on va manger comme les occidentaux. Et donc pendant longtemps, les Japonais vont dire oui, mais enfin, non. Voilà, parce qu'on est en 1872. Sylvie Sanchez dit comment composer avec ce désordre introduit dans leur rapport aux comestibles. C'est manger, c'est pas une petite chose, hein, ça a l'air d'être quotidien, facile, mais enfin, si on change complètement ta façon de manger, comment dépasser le fait que la viande non sauvage va être mangeable. On a tout un tas de trucs qui sont des bouleversements très forts. Peut-être pousser lui, qui nous gêne. On va le mettre là. Et elle ajoute, l'identité d'un groupe peut se faire autour des aliments, en fait. C'est-à-dire, les règles organisent le rapport au monde, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit, avec qui on se marie, avec qui est-ce qu'on doit tuer ou pas. Tout ça se fabrique. Et la nourriture est un très bon élément pour ça. Étonnamment, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de la philo là, mais il y en a plein. Voilà, comment composer avec ce désordre introduit dans les rapports aux comestibles. Les classes les plus aisées trouvent ça un peu snob, mais la population réagit mal. Par exemple, tout en balle, avant l'officialisation de la nouvelle pratique alimentaire, 10 personnes sont brûlées vives après avoir tué et consommé un bœuf. Ce n'est pas du tout un truc anodin, la nourriture, c'est un geste politique complet. S'il y en a, d'ailleurs, c'est très drôle, notre ami népalais qui est restaurateur à Évry, on associe souvent interdit alimentaire porc et interdit alimentaire vache pour un Indien népalais. Ce qui n'est pas forcément, parce que une fois je l'ai invité à manger, je lui ai dit tu veux du bœuf et il dit pas du tout. Alors on a tout un tas de rapports à d'autres peuples qui passent par la nourriture et pour qui c'est très important. Voilà, l'exemple donné par l'élite fonctionnera avec des campagnes de promotion institutionnelle et elle va transformer tout doucement. C'est là où l'adoption redoutée par la grande majorité de la population de l'élément exogène, c'est étranger. Donc la question qui est sous-jacente, c'est comment on intègre un truc étranger. Quand c'est une pizza, ça a l'air gentil, mais c'est quand même la même question. Voilà le petit sous-titre que j'ai mis ici, 1872, et en fait, on considère que l'opinion publique japonaise sera conquise en 1950. C'est quand même pas rien. On a beau, c'est pour ceux qui pensent qu'on est manipulé, le peuple peut être un bœuf, il ne bouge pas, mais c'est aussi sa force parce qu'il met du temps à accepter des trucs qu'on lui impose. Voilà l'exemple suivant que prend Sylvie Sanchez sur la mondialisation, l'uniformisation, l'idée qu'on puisse tous se ressembler. Elle prend deux anecdotes qui sont importantes. C'est José Bové, en 99 déjà, qui démonte le resto McDonald's. J'imagine que tout le monde s'en souvient. Associé à la malbouffe, comme une sorte de symbole politique. L'enjeu, arrêter l'impérialisme américain et l'homogénéisation en marche de la France. Alors, vous vous doutez que la réponse de Sylvie Sanchez, ce n'est pas du tout de se moquer ou de prendre de la distance, mais de dire il n'y a pas tant que ça uniformisation. Si je prends un autre exemple dans toutes les choses qu'on va voir, par exemple, Pizza Hut va s'implanter en France que sur une ligne Nantes-Angoulême. Non. Nantes, je vais retrouver après. Nantes à l'est. Et en fait, au nord de la France, il y a des Pizza Hut. Au sud, ça ne marche pas. Pour une raison qu'elle va donner, une tradition de pizza autre qui vient du sud de la Loire, on va dire. Ce qui fait que le fait qu'on se fasse attraper,
monter la tête avec des Pizza Hut, ça dépend des zones de France. Ça dépend de l'histoire culturelle et alimentaire de certaines zones, régionales ou pas. En Provence, la pizza va être adoptée très très tôt parce qu'elle ressemble à des fouasses, à des choses qui sont similaires. Donc, ce que décrit Sylvie Sanchez, c'est que l'enjeu d'arrêter l'impérialisme américain et l'homogénéisation, c'est l'enjeu de la nourriture et au cœur toujours de l'alimentation est un sujet politique, si on peut le dire comme ça. L'autre chose que vous connaissez peut-être moins, mais qui est tout aussi passionnante, c'est en Italie en 86, sur la place San Marco, il y a des gens qui refusent une ouverture de McDo, qui manifestent, mais ça va créer quelque chose, on aurait peut-être dû prendre l'idée parce qu'elle est très chouette, le slow food, vous voyez que c'est l'opposition à fast food. Les Italiens, si vous allez en Italie, c'est une merveille pour ça, c'est-à-dire des choses de saison, des choses dont on connaît la trace, des choses qui ont été produites pas très loin. Voilà, on a parlé de local food. Et c'est comme ça que tout doucement arrivent des petites fermes à côté d'ici qui font qu'on fantasme ce retour à la nourriture proche, mais c'est quand même pas faux. Il y en a une à Rissorangis qui est en train de se faire, entre la Nationale 7 et l'autoroute. Il y a 2 fermiers dedans qui l'exploitent. Alors c'est aussi un fantasme de penser qu'on peut se renourrir avec des choses comme ça, mais l'enjeu politique, il est pas rien. Et là, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris ces 2 exemples, c'est qu'il y a toujours l'idée que c'est l'américanisation. C'est-à-dire on va se faire bouffer par les Américains, ils vont nous transformer. Et aussi le fait que la réponse du démontage va se trouver en France avec une politisation et en Italie avec quelque chose de plus concret, c'est-à-dire c'est un magazine, un mouvement slow food, de certains restaurateurs ou certains agriculteurs vont s'en réclamer. Et voilà pour tout ça. Les preuves par l'exemple ne manquent pas, dit-elle dans l'intro. Le culinaire alimente les débats sur la question de la mondialisation pour le commun des mortels. La circulation mondiale de quelques spécialités simplifiées et consensuelles, véhiculées par un système bien rodé, le fast-food, semble aplanir toute particularité. On a l'impression que le fast-food est en train de nous manger, ce qui n'empêche pas que ce soit vrai, hein, le dit bien. Donc voilà, d'ailleurs une pizza qui ressemble plutôt à la pizza napolitaine, c'est une pizza pliée qu'on mange dans la rue, qui n'est pas du tout notre façon de manger de la pizza. J'ai mis plein de photos de pizza, c'était quand même ça rend la philosophie plus digeste. Voilà, donc la conclusion de cette intro, c'est que la menace d'uniformisation qu'on retrouve au XXe siècle comme dans le Japon du siècle précédent, est-ce que l'enjeu, j'ai donné la réponse, mais elle dit finalement, en fait, c'est parce qu'il y a changement, emprunt, influence réciproque, et que l'objet de ça, c'est-à-dire quelque chose arrive, repart, est repoussé au nord de la France, pas au sud, ou le contraire. Comment est-ce que cet objet mouvant nous pose problème et comment on se dit, bah, tiens, on se fait manger et dépasser et c'est tout ce qui nous arrive. Donc, l'enjeu qui est derrière ça, c'est ce qu'on va appeler le maillage, c'est-à-dire comment quelque chose influence l'un et l'autre. Alors, il faut que j'avance un peu plus, toc, toc, toc. Là, pour nos contemporains, la crainte se fait résistante. La confusion avec le nouveau spectre de l'obésité américaine, qui n'est pas du tout, là aussi ma femme pourrait vous le confirmer, il y a plus d'obèses en France qu'il y a 15 ans, hein, mais vraiment beaucoup. Et puis un enjeu de santé publique qui n'est pas rien, d'obésité d'enfants qui viennent d'une malbouffe, de pratiques trop statiques. Et puis d'un sujet, le jour où elle m'a dit ça, j'ai réalisé un truc que je vous partage. On n'a jamais eu l'idée que le ministère de la Santé soit rattaché au ministère de l'Agriculture. Quand elle m'a dit ça, je dis ben non, je ne vois pas pourquoi. Et en fait, pourquoi est-ce que bien manger ne serait pas une façon d'anticiper, d'être en forme? Ce que tout le monde fait au quotidien. On sait très bien quand on a mangé des merdes de 3 soirées, on se calme, ou voilà, on passe des chips, des conneries. Voilà, on a fait un apéro. Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'on a un rapport à l'agriculture de production en France lié à l'industrie, à la chimie, et pas du tout lié à la santé. Pas du tout à une pensée globale. Je me dis, quand elle dit ça, c'est vrai que le symbole sera assez fort le jour où le ministère de la Santé et de l'Agriculture sera ensemble, ce sera incroyable. Alors, on ne pense pas du tout la nourriture comme étant source de santé. Et en plus, elle est au cœur de disputes continuelles des uns avec les autres. Voilà, vous retrouvez tout de suite Sylvie Sanchez qui va nous dire que justement cet échange mutuel, ça l'intéresse de le penser autrement. Pleine de photos.
Donc la pizza reste un mets aux racines archaïques. Elle est devenue étendard de la modernité alimentaire et c'est donc aussi un cas d'école exemplaire pour comprendre les mécanismes culturels mobilisés dans les emprunts et les processus d'influence réciproque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. La pizza, c'est d'abord ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est évidemment, il y a une histoire, il y a la petite histoire de la pizza, mais finalement, qu'est-ce que cette pizza peut nous apprendre de la façon dont les cultures peuvent changer et s'emprunter les unes aux autres, gardant aussi là toujours en tête qu'il n'y a pas de culture uniquement donneuse ou uniquement receveuse. Hein. La pizza va en témoigner. Voilà, c'est encore plus important. Il n'y aurait pas uniformisation, il y aurait influence, mais en plus dans les deux sens. C'est-à-dire il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Ce qui, quand même, si elle a raison, c'est plutôt sympa comme idée. Voilà. C'est pour ça que le chapitre 2, j'ai pris son titre, l'interaction, c'est-à-dire le passage d'un truc à un autre, et l'interface. On ne s'attendait pas à ce que la pizza envoie du contenu aussi fort que là. Comment elle peut être le lieu d'emprunt et de circulation de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on fera dormir le mois prochain avec tout ce qu'on aura mangé. Rester. Ça, j'en parlerai pas maintenant. Alors, parce qu'en fait, cette question de l'emprunt, c'est ce qu'on appelle les cultural studies, c'est-à-dire l'étude de choses non plus par discipline, la médecine, la santé, la philosophie, mais plutôt par un objet. Du genre, la pizza sert à comprendre. Je faisais la blague depuis longtemps parce que je donne des cours d'histoire de l'art. Je me suis demandé, ça fait rire les étudiants quand je leur dis ça, est-ce que Léonard de Vinci pouvait manger une pizza? Et petit à petit, en cherchant, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai ça. Est-ce qu'il pourrait? On est en 1515, parce que pour blaguer, les Tortues Ninja sont 4, et elles s'appellent d'un nom de peintre de la Renaissance. Elles s'appellent Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Donatello. Et elles mangent des pizzas. Ce sont des tortues américaines dans des films et des dessins animés. Et en fait, ils pourraient manger de la pizza parce que la tomate, on est en 1515, elle est rapportée par Christophe Colomb, on va dire 1492. C'est pas beaucoup avant. Et donc, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ne mangent pas? Et en fait, pendant 2 siècles, la tomate est considérée comme un poison. Vous vous rendez compte, pendant 2 siècles, les pauvres se sont passés de tomates et c'est au XVIIIe siècle, avec de la disette, qu'on va penser à l'intégrer dans l'alimentation. Ce qui fait que le sujet alimentation fait tout de suite des trucs obliques, l'histoire des inventions, l'histoire des gens, et c'est ça qui est passionnant dans ce qu'elle raconte là. Repizza. Est-ce que vous saviez que la naissance de la pizza, c'est très très tôt, c'est une pâte, mais qui est frite notamment. C'est-à-dire, parce qu'on a tout un tas d'associations d'idées au travers de la pizza, oui, on a même des jeux, vous pouvez avoir votre pizza en plastique à emporter. La pizza est une pâte qui est pliée et qui est frite, qu'on sert dans la rue, et elle est plutôt blanche, elle va rester longtemps à Marseille. C'est-à-dire, elle n'a pas de tomate dessus. On va comprendre tout de suite pourquoi. La pizza, et ce qu'il faut en retenir, c'est que la pizza, elle s'adapte d'abord à la saison et à l'épaisseur de la bourse. Premier élément de non-uniformisation, selon les saisons, il y a des trucs différents dessus. Vous allez me dire, une pizza surgelée américaine, on mange de l'ananas tout le temps. Elle parle pas, elle parle de vraie pizza. Oui, alors dans son livre, c'est assez détaillé, c'est très marrant à lire. Les apparitions du mot pizza, de ce que ça voudrait dire, le rapport avec des tas de parce que c'est pas les Napolitains qui ont inventé l'idée de plier du pain avec un truc dedans. Hein. On a des empanadas, on a en Argentine, on a des tas de même un nem, on va dire, c'est une pâte qui emballe quelque chose. Mais là, elle apparaît, oui, 997, c'est vraiment ancien. C'est un disque de pâte, donc fait de pâte à pain dès le départ. Hein. Après, il peut être agrémenté, il peut s'enrichir. On le garnit de choses diverses, de ce qui est disponible. J'oublie un truc très rigolo. Tout le monde sait ce qu'est une pizza. Et elle dit à un moment dans le livre, la pizza peut être carrée. On est d'accord. On reconnaît une pizza, elle est carrée. Alors on se dit, alors c'est un disque de pâte. Mais elle peut être carrée, elle peut être en tranche, elle peut être en... Et en fait, ce qui est intéressant dans son étude, c'est que la pizza est toujours là, alors qu'en fait, elle a plein de formes différentes. Elle est épaisse, elle est petite. En Tunisie, elle est, on dirait, une génoise presque. Elle a des tas de façons d'être différentes. Et Sylvie Sanchis dit, elle est toujours là. Elle est un disque de pâte sur lequel on met quelque chose. On fait cuire tout ça ensemble et on obtient une pizza. Et rien que par cette définition-là, elle se distingue des tartes, des tourtes, etc. La pratique napolitaine,
là, il faut juste retenir qu'on a deux types de traces. On a ceux qui la regardent de l'extérieur, donc témoignage de voyage d'Alexandre Dumas, que je vous encourage à lire, le Coricolo, c'est croustillant. Donc lui, il décrit quelque chose qui l'émerveille. Donc et il dit que la pizza, c'est une jolie phrase, que c'est une fille de la nécessité qui répond au désir de variété des plus pauvres. Face à celui-là, on a donc les hygiénistes, plutôt Serrao, Spaduzzi et Soma, ce sont des hygiénistes italiens et pseudo-ethnologues de l'époque, qui décrivent en fait la misère napolitaine. Et c'est important parce qu'au moment donc, où la pizza va s'expatrier, ça reste quand même quelque chose de très lié à la pauvreté. Donc si on essaie de rapprocher ça de notre question initiale, comment est-ce qu'elle a pu se mondialiser? Là, la question reste ouverte, mais on a deux éléments, enfin un élément surtout. Le geste d'Umberto Ier, donc la petite histoire, c'est qu'on est au moment de l'unification italienne et on a donc Umberto Ier qui va visiter les Napolitains qui sont encore récalcitrants, qui ne veulent pas rentrer dans l'unification, et pour leur plaire, pour les séduire, il demande à manger une pizza qui est la spécialité de Naples. Et par ce geste royal, et c'est ça qui est important dans la diffusion des mets, un aliment et spécialement une préparation, c'est toujours plus simple pour les aliments bruts, mais une préparation culinaire, pour qu'elle puisse être attractive, on va dire, pour d'autres, il faut qu'elle contienne quelque chose en plus. Là, en l'occurrence, avec le geste royal, on a tout à coup le mets de pauvreté qui devient quelque chose qui est un étendard de la ville de Naples, un étendard qui va devenir patriotique au moment de l'expatriation. Vous voyez à quel point c'est le même exemple que le japonais. C'est-à-dire le roi mange un truc et en le mangeant, c'est pas que ça devient un mets royal, mais en tout cas, c'est une façon de séduire. La politique, c'est ancien. Hein. Et vous devinez, parce qu'elle a besoin de développement, mais comme elle est vert, blanc, rouge, à un moment où l'Italie n'existe pas encore, c'est ce qui fait que c'est la pizza Margherita, en plus c'est le nom de la reine, Marguerite, qui fait que d'un seul coup, à peine on est en 1894, on va dire au début du XXe siècle, ça sera la pizza italienne absolue, en France ou aux États-Unis. Ce qui est quand même une histoire très simple et très, très drôle, en fait. Le simple fait que, finalement, ce sont des migrants qui vont se retrouver autour d'un mets pour se sentir italiens, même s'ils ne viennent pas tous du même endroit. Et l'effet que décrit Sylvie Sanchez, qui est plus compliqué que juste un objet, mais on a dit un maillage avec un truc qui passe, qui se traverse, qui se change, c'est que tous les étrangers d'un pays italien aux États-Unis vont se regrouper autour de la pizza, mais les non-italiens vont dire « Ok, vous êtes macaroni ou vous êtes pizza ». C'est-à-dire que l'objet lui-même sert de catalyseur pour les gens qui ont des points communs, mais il sert aussi, entre guillemets, de repoussoir pour les autres qui disent « Nous ne sommes pas ça ». Et évidemment, elle cite des entretiens qu'elle a fait, c'est pour ça que je la traitais de sociologue, mais c'est anthropologue. Elle cite des entretiens où des gamins italiens marseillais racontent qu'ils se font moquer par l'origine de ce qu'ils mangent, mais que son époux ou son épouse se fait moquer d'elle parce qu'elle est de Vendée et qu'on l'appelle ventre à chou. C'est-à-dire qu'on va aussi, quand quelqu'un est étranger, même de l'intérieur de la France, et la France est aussi une unification lente quand même, qui n'est pas finie, on va aussi associer un aliment à un élément exogène, un étranger, qui serait autre chose. Important. Donc au moment où les Italiens s'expatrient, pareil, ça reste un peuple dialectophone avec des cuisines de région. Il n'y a pas encore eu l'invention de la cuisine italienne. Et quand les Italiens vont se retrouver en dehors de chez eux, en fait, pour essayer de fabriquer, on peut appeler ça une cohésion de groupe, oui, une cohésion de groupe, ils vont essayer de se réunir autour des éléments communs. Et donc pour la cuisine, chaque région d'Italie à l'époque a une spécialité de pâte et une espèce de pizza, une pizza locale. Et donc ils vont choisir ces deux éléments. Et c'est en dehors de l'Italie que donc on va avoir cette image de l'italianité qui n'existe pas réellement dans le pays lui-même. Voilà, ce qui fait deux éléments importants, c'est
C'est une construction autour d'une pizza, on va dire, par des Italiens d'Amérique, qui n'est pas une pizza qui existe forcément en Italie. C'est-à-dire c'est un objet de projection pour se retrouver, ce qui est quand même incroyable comme sentiment, entre guillemets, puisqu'ils inventent un plat qui n'existe pas, mais c'est un peu comme quand on voit du riz cantonais en France. Hein. Les gens de Canton disent on n'a jamais vu des petits pois, du jambon, de l'omelette. Ce sont des Chinois en France qui ont inventé un plat qui pouvait convenir à ce qu'on se imaginait que mangeaient des Chinois. Comme pareil. Pour rappel, parce que c'est la fin de cette partie-là, 26 millions d'Italiens dans le monde. C'est un nombre incroyable de gens. C'est comme les Corses et les Libanais. Il y a toujours un Corse ou un Libanais ou un Italien quelque part, où qu'on aille. La suite de la démonstration, c'est tout simplement, alors j'ai trouvé des magnifiques photos de Pizza Hut, c'est que maintenant que vous avez compris que l'objet pizza va se cristalliser à un moment donné où tout se développe, voilà, la pizza en Italie, on a des traces avant les grandes migrations. Elle explique comment la pizza devient rouge, par exemple, puisqu'elle est blanche avec juste de la pâte. Au tout début en France, c'est sucré. Mais comment elle devient rouge, en gros, si ça vous donne envie de lire le livre, ou si ça vous donne envie de ne pas le lire, on prend la tomate qui est sur les macaronis et elle saute sur la pizza. J'ai dit que j'avais résumé. On n'en sait pas plus. Voilà, macaroni à la sauce tomate sur le mode pizza. C'est comme ça qu'elle va avoir une base de tomate quand elle est italienne, puisque par exemple, et on va y venir tout de suite, comment la pizza va se retrouver aux États-Unis, comment elle va canaliser, cristalliser, tout ça. Pour faire court aussi, si je dois résumer, la pizza américaine, il n'y a pas beaucoup de tomates, il y a beaucoup de fromage. Et c'est ça qui m'a complètement convaincu. Je trouve dans cette phrase, Sylvie Sanchez est assez claire. Les Américains vont plutôt valoriser, je vous dis, c'est une nourriture verticale, plutôt valoriser les ingrédients. Et nous, ce qu'on valorise en France, c'est la pâte. C'est la qualité de la pâte, le travail du pizzaiolo, la cuisson. Ce qu'ils vont quand même inventer, les Français, enfin les Italiens en France, ont quand même inventé, c'est un truc énorme, le four à bois dans un camion. Quand on prend du recul, c'est un peu fou de faire ça. Déjà, c'est très dangereux, mais ce n'est pas adapté. Pourquoi on fait ça? Parce que si tu manges dans la pizza, devant le camion en bas de chez toi, si elle est au feu de bois, c'est plus terroir, je pourrais dire ça comme ça, ce n'est pas le mot qu'elle emploie. C'est fait à la main, c'est quelque chose d'artisanal qui va avec le pizzaiolo qu'on va beaucoup identifier en France. Aux États-Unis, c'est plutôt le patron qui a monté la pizzeria et qui a des succursales de plein d'endroits. C'est un peu le self-made man. Et c'est plutôt les ingrédients qui vont être valorisés. Ce qui est rigolo, qui prouve déjà qu'il y a une pizza, mais il y a plein de pizzas, selon l'endroit où elle se retrouve. Voilà. Comment elle se retrouve le petit mot qui est ici, c'est, pour faire court, le macaroni, c'est à la maison, par maman, et la pizza, c'est dehors. Alors, j'ai trouvé quelques petites images après cette historique. Voilà, c'est un vendeur de pizza napolitain. Vous voyez, ils tiennent dans des gamelles comme ça au chaud des morceaux de pizza qu'ils vendent à des ouvriers qui travaillaient en extérieur. Là, on est au 19e. La pizza margherita autour de l'histoire de Naples, elle vient d'en parler. Voilà à quoi ressemble une pizza frite. C'est-à-dire c'est une pâte qui est trempée dans l'huile et qu'on mange. À la fois, il y a plein de pays comme où on mange des conneries comme ça et où on ne devrait pas, mais où c'est quand même très bon. Ne serait-ce que, ça a l'air un peu lointain, elle n'en parle pas, mais vous savez, je parlais de resto népalais, mais on a des petites galettes, on a des naans, et on a des petites galettes juste en entrée avant de commencer. Voilà, ce qu'elle précise, qui redit la même chose que ce que je voudrais partager avec vous. La pizza se charge à l'extérieur de chez elle d'une valeur ajoutée symbolique. C'est-à-dire, elle est le truc des Italiens, ce qui n'est pas forcément son cas au début. Voilà, Mathilde Serrao, c'est un texte sur le ventre de Naples de 1884. Elle raconte qu'un industriel napolitain eut l'idée d'ouvrir une pizzeria à Rome, où la colonie napolitaine était importante. Il y avait plein de Napolitains à Rome. Sachant que la pizza avait la faveur des Napolitains, il ne doutait pas de son succès. Il proposa des pizzas à tomates, mozzarella, fromage, anchois, huile, origan, ail. Si au début la foule accourut, l'engouement déclina bien vite. L'auteur conclut, Madame Serrao, en 1884, que soustraite à son environnement napolitain, la pizza détonnait, était indigeste. Voilà, et elle ferme. C'est-à-dire qu'à Rome,
c'est trop associé à un truc de popu, ouvrier, napolitain. Et donc, au début, ouais, et puis après, non. Alors, je vous ai mis un petit extrait parce que ce petit film L'Or de Napoli, il faut quand même l'avoir vu une fois. Je crois que vous avez à peu près compris l'enjeu à la Marcel Pagnol. Voilà, alors ce qui va avec et qui nous fait aller sur notre deuxième partie, c'est-à-dire comment la pizza va partir de l'extérieur de Naples pour se retrouver ailleurs. C'est en dehors de chez eux qu'ils vont devoir inventer une identité italienne. La pizza va servir à dire on est des Italiens. Et souvent, d'ailleurs, vous le savez peut-être, mais sur la façon dont sont repoussées des communautés, quelles qu'elles soient, que ce soit des Noirs aux États-Unis qui finissent par s'appeler entre eux Negroes parce que c'est l'insulte et qui retourne l'insulte contre celui qui l'apprend. On le retrouve dans le rap énormément, que ça soit PD dans les milieux français, qui fait que là aussi c'est une insulte et que les homosexuels garçons vont s'appeler comme ça de cette façon-là pour retourner l'insulte. Ça crée une espèce de communauté autour d'un nom et d'un tas d'éléments communs. C'est ça, la cultural studies, c'est d'essayer d'analyser comment ces rapports de force flottants fabriquent une culture. Voilà, ici, c'est par l'extérieur que vont disparaître toutes les différentes pizzas régionales. On a des pâtes et des pizzas locales, mais qui sont des cousines des formes napolitaines, mais petit à petit, elle va se cristalliser sur une seule pizza. Et puis, un enjeu que vous devinez qui va arriver, c'est qu'on la mange dans la rue normalement, et donc notre deuxième place, c'est comment ça devient un resto. Comment est-ce que ça devient un lieu de restauration, puisque si c'est un petit truc dehors, peut-être vous ne mangez pas souvent de kebab, mais c'est associé à une nourriture qui n'est pas bonne, alors qu'en fait, quand c'est bien cuit, c'est très bon, puisque c'est grillé, et que si la nourriture est bonne et qu'il n'y a pas de chat dedans, je plaisante, c'est pas trop gras. On peut le manger avec du boulgour, mais vous voyez, dès qu'on mange avec du boulgour, ben, on est assis. Si on le mange dans une barquette, comme le font les gamins, on le mange debout, ça ne fait pas nourriture chic. Comment on s'assoit, comment on ouvre des pizzerias, comment on passe d'une entrée à un plat lui-même, c'est la deuxième partie que décrit Sylvie Sanchez, qu'on réécoute tout de suite. Hop, on ne s'en lasse pas. Ce qui est un peu vache pour le contexte, c'est un colloque international sur l'alimentation où on l'a invité. Et je crois deviner, parce que cette petite vidéo finalement fait 20 minutes, on la retrouve facilement sur Internet, je crois que deviner qu'elle est passée en dernier et qu'elle avait, au lieu des 40 minutes prévues, juste 15 minutes. Ce qui fait qu'elle fait le truc à toute vitesse, ce qui est un peu dommage vu la qualité de son travail. Pour ceux qui sont partis vers les États-Unis et vers la France, et là, donc les premières traces du mets qu'on retrouve, c'est donc la pizza rouge à New York, celle qui avait été demandée par le roi, et puis la blanche à Marseille. À ce moment-là, elle n'est mangée que par les Italiens. Donc c'est une spécialité ethnique, et ça c'est important dans les processus d'adoption. Une spécialité ethnique, on n'a pas très envie de la manger. Il faut que le mets change de statut, qu'il passe d'ethnique à exotique, et puis en bout du bout, on le verra, ça rentre dans les foyers et on se réapproprie complètement le mets. Mais là, à cette époque-là, c'est juste quelque chose pour les Italiens, mangé, pour les Napolitains, mangé par les Napolitains. Elle a dit, il ne faut pas que ça soit trop étrange. Si on joue avec le mot étranger, il ne faut pas que ce soit trop étranger, pas que ce soit trop étrange. Et puis petit à petit, c'est peut-être l'histoire du riz cantonais, justement, qui s'acculture. Comment il se transforme pour être séduisant et comment petit à petit, d'un mets mangé que par des gens entre eux, il va entrer dans notre consommation. Alors pourquoi la rouge à New York et pourquoi la blanche à Marseille ? Ça, c'est la partie passionnante, on va dire, de l'histoire de la pizza, qui est qu'en fait, à travers l'alimentation, on lit finalement un tas d'autres choses, des sociétés qui adoptent les mets. On y lit donc un rapport à l'idéologie, à des choix techniques, à des politiques, à des gestions de flux migratoires. Et là, je vais passer assez vite, mais... Voilà, finalement, il y a des tas d'éléments qui se retrouvent là-dedans. C'est la partition que je voulais montrer ici entre intérieur et extérieur. C'est-à-dire comment, avec les Japonais vus par les autres ou avec les Italiens, comment on est vu de l'intérieur ou de l'extérieur. Je n'aurai pas le temps parce que le temps passe, mais il se passe la même chose avec le coca. Le coca est au début une boisson comme une autre. Et puis petit à petit, les Américains vont s'identifier et on va identifier les Américains au coca. Je vous ai mis un très beau pizzaiolo. Je me suis dit que ça allait vous aider à patienter un peu.
Une chose que je ne vais pas développer, donc c'est plutôt presque pour moi que je. Mais ça, il y a quelque chose que j'ai appris avec ce livre, c'est qu'il y a une politique américaine de l'alimentation qui est très très différente de la politique française. Et alors, elle compare dans 2 chapitres l'un et l'autre. Pour faire court, pour être américain, il faut manger comme un Américain. Et elle dit revenons au temps de Thomas Jefferson et du Mayflower. Tout le monde vient, on arrive sur les États-Unis ont été donnés par Dieu aux Puritains, la terre promise, et donc ces bienfaits de la terre, il va falloir les partager. Ce qui fait que l'air de rien, on a des migrations 1880-1910 qui viennent de l'Europe de l'Ouest et sud et orientale, et petit à petit, entre ces premiers nouveaux arrivants et puis la deuxième session qui est plus miséreuse, les Américains vont fabriquer une idéologie dans laquelle tout le monde va devoir rentrer. Quand on regarde les textes, j'en ai pris juste un petit bout parce que je trouvais ça tout à fait fascinant. L'Amérique ne pouvait affirmer sa perfection universelle sans poser en même temps l'idée de sa singularité, voire de sa supériorité, ce qu'on lui reproche continuellement. Dès la période coloniale, les pères pèlerins, en distinguant sur le Mayflower les élus des strangers, c'est-à-dire ceux qui sont là, les nouveaux arrivants et ceux qui sont étrangers, introduisent une différenciation. L'étranger, qu'on peut qualifier d'alien, de newcomer, de foreign-born, de if-unated, ou un américain, celui qui ne serait pas américain. C'est américain à 100%. Toute l'histoire des États-Unis est marquée par une tension entre inclure et exclure, entre dire tu es américain ou tu n'es pas américain. Ça, tout le monde le comprend, mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ce fantasme du mélange melting pot où tout le monde va se retrouver passe par, voilà, en mangeant comme un Américain, on devient américain. Donc ça veut dire la pizza, pour le moment, ses jours sont comptés, c'est pas le moment qu'elle sorte du bois. Comment on se retrouve avec des pizzas américaines? Voilà, il y a un exemple il y a des rapports de sociologues qui passent dans les familles de migrants et qui, dans le rapport qu'a lu Sylvie Sanchez, disent ils ne sont pas intégrés, ils mangent encore des trucs italiens. C'est les éléments de son rapport. Ce qui est d'une grande violence en un sens, même si on peut se dire bon, c'est juste des pâtes, mais quand même. Ce que j'ignorais, c'est que par exemple en 1870, Kellogg's, on connaît son œuvre, croisade végétarienne, héritier des théories pseudo-scientifiques mêlées de pureté morale, défini par Graham entre 1830 et 1840, Kellogg's lance dans une société carnivore le petit déjeuner basé sur les céréales du même nom, accompagné de lait. Sa promotion, voilà, c'est l'invention du marketing en même temps, ça c'est Edward Bernays. Second trait, rationalisation de l'alimentation, c'est-à-dire il y a une table food value, c'est-à-dire un tableau en 1873 qui va dire comment les aliments ont des protéines, des glucides, des lipides, ça permet de calculer ce qui te manque, ce qui peut t'aider. Alors là, vous imaginez, à ma maison, j'ai tout de suite accusé ma femme nutritionniste d'être complice du grand capital en lui disant ah bah bravo, alors il y a des tables de glucides, de ce qui nous manque, de ce qu'il faut faire. Mais ce que soulève Sylvie Sanchez, c'est que quand tu cuisines un cassoulet, tu cuisines une espèce de tout, en fait. Tu cuisines un plat. Il y a un savoir-faire, on te l'a appris, on te l'a transmis, tu le transmets à ton tour. Le découper en petites cases scientifiques, ce qui contient, ce qui ne contient pas ou ce qui lui manque, c'est une logique rationnelle qui se plaque sur un fait, en fait, qui se plaque sur un plat. Et donc, les assiettes ont volé, et puis on en a rediscuté après. Voilà, basé sur le découpage des aliments en protéines, glucides, lipides, cet outil permet de calculer les équivalences nutritionnelles pour se nourrir de façon équilibrée et nutritive. Et il va valoriser tout ce qui est, quand on est végétarien, on fait gaffe à ça d'ailleurs, les haricots secs, toutes les choses qui peuvent compenser le fait de ne pas avoir de viande à manger d'ailleurs, même si c'est pour des raisons tout à fait de pauvreté. Il y a une réforme alimentaire qui s'appelle la New Nutrition, la première d'une longue série basée sur des découvertes scientifiques. Et après, on va ajouter même la découverte des vitamines. À la Never Nutrition en 1912, ce sera la découverte des minéraux. Ces réformes successives vont, elle le dit dans la note, organiser la façon de manger des Américains, rationnelle, scientifique, avec des politiques publiques qui les accompagnent pour apprendre à l'école. C'est le mieux de toucher les enfants pour qu'ils transforment les parents. Comment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Le petit déjeuner américain, c'est celui-là. Pour faire court, parce que j'ai développé plutôt la partie américaine et la partie française, je ne l'ai pas faite,
c'est pas ce qui va se passer en France. C'est-à-dire, pour faire court, les Italiens aux États-Unis vont garder ça comme un fait de communauté, ce qu'on a dit dans la première partie, et petit à petit, cette pratique de communauté va être reprise par des Américains. Ça va se transformer par la réussite américaine. Et puis, pour faire court aussi, les GIs vont aller en Europe pendant la Seconde Guerre. Ils vont revenir quand ils ont été en Italie, qui a un goût de la pizza italienne, et ils vont avoir envie de la retrouver. Ce qui fait que la pizza américaine, américano-italienne, si on peut l'appeler comme ça, va exploser plutôt dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, se développer énormément sur des chaînes avec ce modèle du self-made meal et puis avec cet empilement dont on a parlé. C'est bien de parler avant, comme ça on a tout concilié. Chez les Français, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là aussi, si on va vite, voilà, la construction d'une cuisine italienne, c'est-à-dire ce que serait une cuisine italienne, c'est seulement en 1920-1940, qui est plutôt lié à la cuisine campanienne. 2 éléments érigés en emblème de l'Italie, pâte à la sauce tomate et au fromage. Tu essayes de ne pas saliver Théo, s'il te plaît, et la pizza margherita. Et puis, on va écouter ça quand même, parce que là, c'est énorme. C'est qu'un Italien américain, c'est ça. Two, give me two, let's go. J'arrête avant que vous vous mettiez à danser, ça va être intenable. Il la mange dans la rue, elle a de la tomate, elle est pliée, elle ressemble à la pizza initiale. Et pour faire court, elle n'est pas très noble encore, puisque c'est plutôt un truc de rue. On se demande comment il a ce corps de rêve en mangeant des trucs comme ça, mais ça, c'est une autre question. Ben, en France, pour faire court, la Révolution française organise la France, l'unifie au travers d'une France des régions. Et donc, on va valoriser, vous avez peut-être un souvenir de ça, on le voit sur les cartes dans les écoles, on le voit sur les cartes à jouer, il y a le provençal, le breton, presque sous forme de caricature. Et c'est ce que décrit Sylvie Sanchez, c'est que par exemple, la pizza italienne va pas mal passer en Provence, parce qu'elle ressemble à des foisses, à des aliments qui sont assez voisins. Et donc, tous les endroits où finalement la pizza italienne, par les migrants italiens, a une bonne presse ou des points communs, elle va entrer en communication avec la zone où elle se trouve. C'est encore un truc merveilleux. Elle dit d'ailleurs que dans les camions à pizza en France, plus on va vers la Lorraine, plus il y a de crème et moins il y a de tomates. Lorraine, qui est quand même une terre de crème, on est d'accord. Pas faire semblant. Ce qui veut dire qu'il y en a ailleurs, oui. Et ce qui fait qu'on pourrait se dire, c'est la pizza, même la pizza servie en restaurant en chaîne, est la même partout. En fait, non. C'est là où il n'y a pas tout à fait uniformisation, c'est là où il y a adaptation à un terrain local. C'est pour ça que je vous dis, cette idée est tellement surprenante que je voulais absolument la partager, parce que ça fait réfléchir autrement que juste un modèle américain arrive, s'impose. Il y a sans doute une malbouffe, il n'y a pas de doute, et sans doute liée à nos vies très rythmées. En fait, on n'a pas trop le temps de pouvoir préparer, ça demande un temps incroyable. Mais finalement, avec l'implantation de la pizza aux États-Unis ou en France, on voit que ce n'est pas du tout la même chose qui va se passer. Voilà, le pendant du nouvel homme américain, qui doit manger américain, c'est le citoyen français. Elle dit un truc très passionnant, c'est qu'en France, tu es français dehors. En fait. Tu dois aller à l'école de la laïque, tu dois respecter les principes de la République, mais à la limite, chez toi, tu bouffes ce que tu veux. Alors que la politique américaine, je vous le disais, passe par une nourriture officielle. Voilà, l'encyclopédie du 18e en France, c'est au médecin revient la médecine et la santé, au cuisinier la gastronomie et le plaisir. C'est-à-dire qu'en plus, on va associer historiquement la nourriture à plaisir, pas santé. Ce qui répond à ma question de tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas un ministère de l'Agriculture avec un ministère de la Santé? C'est parce que pour nous, bouffer, c'est cool, même si on bouffe n'importe quoi. Donc, ce redécoupage fait que voilà, notre invention à nous, c'est celle-là. C'est que le pizzaiolo, tu le vois, tiré aux États-Unis, c'est plutôt un patron, un boss, avec des collaborateurs qui font la cuisine également. Mais pourquoi est-ce qu'on a ça? Mais parce que si on décline, on a un modèle autour de l'entrepreneuriat en France qui est très fort. Ce n'est pas seulement le type qui réussit, qui ouvre des succursales, c'est le patron qui aime son travail, qui aime la façon de faire, qui a de la farine sur les mains, qui a un tour de force, c'est-à-dire c'est très personnalisé. Le pizzaiolo, on le voit. En France, on voit pas mal le type en train de le faire. Et puis, on est, si vous prenez du recul, parce que je plaisantais en disant que mettre un feu de bois dans un camion, c'est quand même un truc de fou.
c'est quand même très dangereux, on est un peu dans la rue quand même. C'est-à-dire, on a l'origine vagabonde un peu. On vient chercher sa pizza en carton, on la mange avec les enfants dans la maison, le dimanche soir quand on a la flemme, mais on peut la manger dehors, on peut la manger au coin du… Et on peut même discuter avec le monsieur parce qu'il s'ennuie un peu et nous aussi. Voilà, il rajoute, Sylvie Sanchez rajoute, voilà, dans les années 20, par exemple, l'Expo universelle de 1900, c'est un banquet de l'ensemble des régions de la République. Les années 20, la valorisation et la découverte des régions, c'est l'invention du guide Michelin, du guide bleu. On va faire une France kaléidoscope, et c'est pour ça que la pizza va rentrer d'une façon tout à fait différente. Comment les immigrés italiens se prennent dans ce contexte, ils vont jouer avec ça. C'est ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est qu'il est artisan pizzaiolo. Ce n'est pas un mec qui fait juste… D'ailleurs, si vous êtes avec des pizzas phobes ou des pizzas maniaques, ils vont vous dire tu n'étales pas la pâte avec un rouleau, sinon tu es un nul. Alors que ce qui est vrai, elle n'est pas souple pareil. Parce que j'ai pas l'air, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire dès le début. Je fus pizzaiolo quand je fus jeune. Mais vous voyez, la pâte est faite maison et le pizzaiolo est artisan. C'est vraiment toute la notion d'artisanat qui est au cœur de la pizza en France. Voilà, même la version la plus simple, qui est la pizza bianca, la pizza marseillaise, donc elle est blanche, il n'y a pas de tomate dessus. Il peut y en avoir une qui s'appelle une anzoina napolitaine avec du saindoux provençal qui ressemble et qui fait que les Provençaux vont accepter plus facilement l'arrivée de la pizza. Donc finalement, ce qu'elle raconte, c'est comme ça que je vais arriver à ma troisième et dernière partie, adoption après adaptation. C'est-à-dire comment un objet alimentaire se balade, se transforme, se frotte, change de sens. La cuisine italienne reçoit des modifications, mais elle a également influencé la cuisine provençale. Elle l'a dit tout à l'heure en vidéo, c'est-à-dire l'influence culturelle, le jeu mutuel n'est jamais à sens unique. Influence-retour, dit Emmanuel Calvo. Quand j'avais une autre pizza au feu de bois, je n'ai pas résisté. Et voilà la pizza américaine, qui joue plutôt de cette verticalité, de cette accumulation. Là, je vais aussi très vite, déjà parce qu'il est 19h03, mais j'ai encore 10 minutes, mais tout simplement parce qu'elle va passer cette épaisseur par l'apple pie, pas apple pie, la paille américaine, c'est-à-dire c'est une tourte en fait. Les Américains mangent une pâte sur laquelle on met une grosse quantité d'aliments, et finalement, ce qu'elle dit, c'est que c'est une sorte de dérivé de la tomato pie qui va se transformer tout doucement en pizza en fait. Parce qu'en 1938, oui, c'est vieux et pas vieux, ça n'a pas 100 ans. Un Américain, là, ici, des frères de Lorenzo, puis un Américain, un Italien vont ouvrir des pizzas aux États-Unis. Contrairement aux primo-migrants, le sentiment d'appartenance du pays quitté n'est pas réactivé. Et donc, puisqu'il ne s'agit plus de manger un truc italien entre Italiens, elle va pouvoir commencer à être américaine, entre guillemets. Elle va pouvoir commencer à être mélangée comme marqueur de reconnaissance. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais il y a une pizza de Chicago et une pizza de New York qui n'est pas du tout la même. La pizza de Chicago, pour faire court, elle est très épaisse. Et la pizza de New York, elle est très grande et très fromagée. On ne peut pas tout vous apprendre en une soirée. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique photo qui me sert de décoration. On soulève, et si on aime le fromage, on est séduit. Sinon, on peut dire il y a un peu trop de fromage quand même. Ça fait partie du plaisir. Si vous n'avez pas mangé chez Pizza Hut depuis jamais, et à un moment donné, ils ont fabriqué une pâte et dans le tube de la pâte, il y avait du fromage et on la mangeait à l'envers, disait la publicité. C'est une sorte de fromage un peu comme une sorte de mozzarella en plastoc normal, mais c'était le côté filandreux qui fait plaisir, qui va avec le plaisir de la pizza. Voilà la Chicago style, on n'a pas le temps de le faire. Elle parle de syncrétisme parce que c'est un mélange entre la tourte originelle et puis le mélange avec les façons de faire américaines au travers de cette verticalité, c'est-à-dire une structure architecturale, un truc au-dessus d'un autre, au-dessus d'un autre, au-dessus d'un autre. Et plus il y en a, plus c'est riche et plus c'est bon pour un Américain. Ce qui pourrait faire penser à ça, c'est si vous ne mangez pas ça, vous avez bien fait. C'est ce que mangent les étudiants que Théo connaît toute la journée. C'est le truc, le tacos, voilà. C'est une crêpe dans lequel il y a la salade, la tomate, la viande, le fromage, mais les frites aussi. Ils sont dans la crêpe. Oui, bientôt le dessert, oui.
Oui, oui. Et puis surtout, c'est un mélange de tout parce que la richesse vient de là. Voilà, la guerre comme accélération, les GIs qui ont découvert en Italie la pizza, ils reviennent chez eux et ont envie de la manger. Là, je ne développerai pas non plus. Elle insiste sur le fait que ça va entrer en gastronomie. On va considérer ça tout doucement comme un mets un peu plus fin. On va s'asseoir, on va ouvrir des restaurants. Là, aujourd'hui, en plus, ça peut devenir quelque chose de très qualitatif avec la slow food. Elle est liée aux ingrédients de saison. Elle n'est pas forcément accusée s'il y a de la sauce tomate et du basilic et une huile d'olive. Elle peut être vraiment très qualitative avec du goût. Et elle n'est pas forcément associée à la mondialisation et à des choses hors saison. Voilà ma petite photo trouvée de pizza Cali. Alors ça, c'est la comparaison avec le Coca-Cola comme élément totem, parce qu'en fait, elle parle de la pizza comme un élément totem qui permet, on comprend bien le terme, mais c'est bien de remettre une couche. C'est pour ça que les profs, c'est ça, c'est de toujours répéter, répéter, répéter. New York est utilisé comme un plat totem par les Italiens qui arrivent là-bas. Pourquoi un plat totem? Un plat totem, c'est quelque chose qui revalorise l'identité des individus. Et donc là, ils ont besoin d'un symbole fort. Être napolitain, quand on arrive aux États-Unis à cette époque-là, ça n'est pas suffisant. Il faut renforcer vraiment l'idée d'une nationalité. On appartient à plus fort que juste une région. Hein. En France, c'est une spécialité ethnique qu'on retrouve, la blanche. Elle se mange entre soi dans les cantines qui sont des cantines d'ouvriers. Pourquoi la blanche suffit? Donc la blanche, je rappelle, renvoie à l'identité napolitaine. Donc là, ça a à voir avec la façon dont on considérait les cuisines régionales en France et tous ces immigrés qui arrivaient. Et puis surtout, l'intégration ne passait pas par par trop de contraintes dans la sphère privée. Ça passait par la fréquentation de l'école républicaine, ça se passait à l'extérieur en fait de la maison, les choses qu'on devait respecter pour devenir français et être intégré tranquillement, être intégré. Aux États-Unis, ça passait vraiment par une conversion alimentaire. C'est-à-dire, les Américains disaient qu'on devenait américain en mangeant comme un Américain. Donc voilà, les pressions intégratrices sont différentes. Il faut me dire combien il me reste. Voilà, ce qui fait que ce rapport américain, je ne passerai pas ce petit extrait-là, sur la différence Amérique-France, vous avez bien compris comment, au-delà de la petite histoire, qu'est-ce que c'est que signifie, c'est là où la troisième et dernière partie, qui sera plus courte, va être parlante, c'est tout simplement que à partir du moment où la transmission de la pizza depuis Naples en France ou aux États-Unis n'est pas la même, à partir du moment où elle ne signifie pas la même chose, à partir du moment où c'est dans un pays où il ne se passe pas la même chose, il n'y a pas quelqu'un qui gagne à la fin, ce qui va se passer, c'est tout simplement que voilà, pizza américaine en France, parce qu'elle revient, c'est parti, elle est revenue dans l'autre sens. C'est le titre qui m'intéresse ici, c'est que finalement, Sylvie Sanchez a dit c'est une sorte de modèle intellectuel, c'est-à-dire comment un objet peut servir de catalyseur, de fierté, de totem, comment des choses peuvent le traverser, l'influencer et puis le transformer. Et je vais parler de quelque chose qui n'a plus de rapport avec la pizza, même si je vais rester un petit peu avec elle encore, pour montrer que ce modèle intellectuel, il est quelque chose qui est assez nouveau dans notre pensée et qu'il est très fructueux. Voilà, la Pizza Hut. Au début, c'est un peu rodéo, ça surjoue, ça naît en 58, ça surjoue le côté américain. Ouais, on voit des très belles pizzas qui coulent de partout. Internet est une merveille pour ça. On a des gens qui font des photos de restaurants Pizza Hut fermés et abandonnés. Ils en collectent. C'est la nostalgie absolue. On est dans une société où on est en train de se transformer beaucoup, hein, notre vie, le rythme, l'impact écologique, la façon de penser. Et donc, la nostalgie est forte. Voilà. Entre 1995 et 2001, il n'y a plus de termes anglo-saxons. C'est plus des salades bars, c'est des buffets de salades. Elle analyse tous ces éléments-là pour que ça ait l'air plus français, parce que la pizza américaine entre pas partout. Il y a une période un peu mexicaine, petit à petit, ça s'arrête. Et Pizza Hut, finalement, s'implante plutôt dans le nord de la France. Enfin, le nord, je n'ai pas encore retrouvé la ligne. Il y a Nantes d'un côté, et puis
La pizza Lorraine a disparu. Je ne sais plus. Voilà, et elle dit, pour finir, que le modèle alsacien du Flammekueche, c'est-à-dire qui pourrait être une cousine de la pizza, four aussi, hein, c'est important, se retrouve plutôt, voilà, les pizzaiolos de camion délaissent un peu la tomate en intégrant la crème de l'Est français. Alors que Pizza Hut va jouer plutôt la carte méditerranéenne, c'est-à-dire aliments, légumes, du soleil, tomates. C'est fou comme la liste des choses et de la politique alimentaire publique et privée signifie quelque chose. C'est quand même complètement fou. Je ne sais pas vous, moi je trouve ça trop drôle. Nouvelle image du fast-food, c'est-à-dire la pizza américaine ne va plus être un truc où on mange vite fait. On va pouvoir s'installer, passer du temps, venir en famille. Elle va essayer de jouer ce jeu que la pizzeria française avait joué depuis longtemps. Et Sylvie Sanchez, qui a fait les enquêtes à Avignon, Bretagne, Est, dit que Pizza Hut, par exemple, à Avignon, est déficitaire, mais maintient son restaurant pour l'image, parce que personne ne va y manger. C'est là où tu draguais quand tu étais étudiant, Théo, à Avignon. Tu n'avais pas le choix, tu étais un peu vilain à l'époque, maintenant tu es devenu très joli, mais... C'est parce qu'il ne peut pas répondre que je fais ça, évidemment. La synthèse de Madame Sanchez, toc, et la mienne juste après. Sur ces aliments voyageurs, en plus, vous avez vu, j'ai repassé l'extrait alors qu'elle venait de répéter ce qu'elle m'avait dit et que je vous avais répété. Donc, normalement, tout était assez clair. Donc, d'abord, pour le mets lui-même, ce que j'ai trouvé de mieux et qui n'est pas optimal, c'est que la pizza, finalement, dans sa diffusion mondiale, là, alors qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle marche? Il y a tout un tas de caractéristiques sur lesquelles on est passé, je vous y renvoie tout seul, mais elle a en tout cas au moins les qualités de la fable. Donc la fable, forme structurée et structurante, avec une mise en parole qui est propre à chacun. Donc, ça, c'est très important parce qu'on va vite. Une fable, c'est comme une histoire de Toto, chacun la raconte à sa façon, la personnalise. La pizza serait comme une fable, c'est-à-dire c'est structuré, c'est une forme précise, hein, on ne la fait pas n'importe comment, structurante parce qu'elle aide les autres à voir comment ça circule, ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Et d'ailleurs, il peut y avoir des conflits générationnels entre une bonne pizza d'adultes français et des mauvaises pizzas de gamins français qui mangent des trucs merdiques à Pizza Hut. Voilà, le conflit générationnel peut se jouer, hein, se surjouer même. Mais finalement, la fable, c'est ce que tout le monde va mettre dedans qui est important, la façon dont on va l'interpréter. Chacun peut mettre là-dedans tout ce qu'il veut, ça ne dénature pas le mets et ça permet à la pizza de circuler mondialement sans homogénéisation. Voilà, c'est ça son sujet de départ, c'est comment un plat peut se retrouver dans 2 pays ou 3 ou des milliers, parce qu'on a l'introduction de la pizza au Japon, c'est pas piquer des verres, hein, comme disent Chevalier et Laspalès, manger une pizza avec des baguettes, c'est pas fastoche. C'est que la façon, c'est une blague, c'est la façon dont un aliment peut rester en place, recevoir toutes les transformations possibles et rester un peu personnel. C'est là où ça pose une question à cette mondialisation et cette uniformisation qu'il y aurait dedans. La réponse arrive tout de suite. La dernière chose que je veux dire, c'est pas merci, c'est juste de rappeler que le principe fondamental de la culture, c'est qu'elle est emprunt et en même temps, elle est moyenne de canalisation de l'emprunt. Hein. Voilà, c'est emprunter quelque chose et en même temps, c'est un canal comme un tube, comme un tuyau qui permet de faire circuler cet emprunt. Une culture n'est pas transformée ou elle disparaît pas quand on emprunte quelque chose. Vous savez, souvent ça fait ça quand on est jeune. On se dit si je commence à faire comme lui, je vais plus être moi-même. Ou si je suis un peu mon copain, je vais pas être moi-même. Pour le dire de façon provocante, amusante, si tu n'es plus toi-même, c'est que tu n'étais pas grand-chose. Normalement, l'emprunt te transforme, te modifie comme un aliment qu'on ingère et comme un voyage aussi. On emmène ses problèmes avec son voyage, on revient, on les a plus. Ça s'est transformé, mais on est la même personne quand même. Voilà, cet emprunt n'est pas un écrasement. C'est là où ça l'intéresse de dire que cette mondialisation, elle a une vertu
dans l'échange que ça peut donner. C'est-à-dire, on n'est pas. Il y a des hommes, en fait, au bout des choses. On a tendance à assimiler la mondialisation à une espèce de grosse machine qui broierait les démarches individuelles. Enfin, aujourd'hui, on a vu un tas d'exemples de gens qui tentent de nouvelles choses. Moi, je crois beaucoup à ça. Et surtout, voilà, la culture recèle un tas d'astuces. C'est très ingénieux, tous ces mécanismes qui se mettent en place pour que les choses continuent à correspondre au sens qui est attaché et aux identités locales et aux rituels alimentaires. Voilà. Voilà, ce qui fait que la conclusion qu'elle liste là, si je l'exporte sur une autre chose qui est vraiment brève, finalement, le deuxième livre qu'elle a produit, ça s'appelle Pizza Connexion. C'est à la fois un jeu de mots avec mafia un peu, et en même temps, connexion, c'est le lien entre tous ces gens et le fait que la pizza soit le lieu qui connecte tout. La séduction, j'avais plutôt parlé au début du côté transculturel, on va se passer d'un truc à un autre. Comment un élément peut servir de lien? Alors là, je fais vraiment vite, c'est promis. C'est ce qu'elle nous a dit au tout début. C'est-à-dire, elle a dit quelle était sa question de départ. Je vous ai déjà montré ce petit extrait. Voilà, très vite. S'il y a diffusion mondiale, est-ce qu'on n'a pas obligatoirement une homogénéisation? C'était moi la question initiale que je m'étais posée. Et donc, non. Hein. Le principe, et je vais le montrer, initialement, donc, on a toujours eu des difficultés à penser l'emprunt, les échanges entre les cultures, etc. Je parle toujours typiquement des Japonais de la fin du 19e siècle qui avaient très peur de devenir occidentaux parce que tout à coup, on les obligeait à changer un peu leur façon de manger, consommer des produits animaux, etc. Voilà, tout le monde a compris le principe. Le petite citation, c'est parce que ça me permet ce concept de réappropriation. C'est un terme qui est très particulier, qui vient de l'anthropologie américaine, qui vient aussi des anglo-saxons. C'est-à-dire comment quelque chose, on va dire, est digéré, si je vais un peu vite. Et ça vient, oui, c'est assez précisément décrit, hein, c'est-à-dire plus la forme est étrange, plus son acceptation est difficile, les formes ne sont pas les fonctions, un trait culturel est d'autant mieux accepté qu'il a un sens pour ceux qui reçoivent. C'est-à-dire, si j'ai envie d'être un peu italien et que je suis américain et que ça me plaît, cette idée-là, ça va entrer plus facilement. Si ça a l'air d'être un truc trop étranger, ça ne va pas s'intégrer. Je dis ça parce que en fait, le principe des cultural studies, c'est-à-dire d'étudier un objet le plus ouvert possible, il vient d'Angleterre et des pays anglo-saxons des années 60, de Birmingham. Le monsieur qui le crée, il s'appelle Stuart Hall. Le voilà, il travaille aussi avec Hogarth, qu'on va voir tout de suite. Là, il va s'intéresser par exemple à la culture populaire, comment les pauvres, est-ce que les pauvres, ils ont une culture? Est-ce qu'ils essaient juste d'être cultivés comme les riches ou est-ce qu'ils ont un truc à eux, leur musique, leur façon de danser, leur façon d'avoir voilà, les jeunes des classes populaires 75-2005, est-ce que le fait d'être en bande, le fait de traîner, est-ce que tout ça signifie quelque chose? Et est-ce qu'il y a une musique qui va avec ça? Est-ce qu'il y a des façons de se fringuer qui vont avec ça? C'est tout à fait passionnant et c'est une façon qui n'existe pas beaucoup dans l'université française. Hein, ça s'est développé un peu pourtant là. Vous avez vu, ça vient on est sur les années 64-80. C'est encore pas arrivé tout à fait. Moi, j'enseigne l'histoire de l'art ou la philo, c'est pas foufou encore. Voilà, la notion de décodage prend au sérieux que ceux qui reçoivent les cultures, on peut prendre les pizzaiolo, nous qui mangeons ou la pizza elle-même, ça veut dire quelque chose, ça a une signification. En fait. Ce que je dis là est presque simplet, mais ça a un sens politique très fort en fait. Voir et entendre un même programme n'implique pas de tirer un sens identique. Voilà. Si je le dis d'une façon marrante, la pizza pour vous, la pizza pour moi n'aura pas le même sens quand on va y manger. Si tu es un gamin et que tu sors et c'est la grande sortie du restaurant, ça n'a pas le même sens. Je prends des exemples un peu naïfs, mais il veut dire par là que selon la culture que vous avez, selon la richesse que vous avez, selon le bagage culturel que vous avez, un fait le plus banal possible n'a pas le même sens. Et lui, ils vont étudier ces cultural studies, comment ça marque le public. Voilà, un des livres qu'il a fait connaître, il date de 94, il n'est pas vieux, hein, c'est comment les gens reçoivent Dallas. Ils vont aller voir des Israéliens et dire 4 types d'Israéliens, arabes, russes, marocains et des membres du kibbutzin. Comment est-ce qu'ils voient des riches Américains en train de se trahir, en train de s'aimer, de se détester et ils voient que chacun a une lecture très différente de l'épisode, mais que chacun s'y retrouve quand même.
C'est pour ça que on pourrait parler de fable aussi. Et que ce qui m'intéressait, c'est de faire connaître ces cultural studies. Et puis aussi de comprendre que le système de maillage, de prendre un objet qui ne soit pas fermé mais qui soit ouvert, finalement, c'est sans doute un truc qui peut nous aider à penser aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Sous-culture, c'est Dick Abdidge, connu pour avoir beaucoup étudié les punks, les skins, les rockers. Le meaning of style, c'est le sens, la signification qu'a un style. Et puis, pour aller vite, parce que là, j'ai dit que j'arrêtais depuis longtemps, Timothy Morton, il s'appelle, c'est le grand philosophe de la pensée écologique, mais de demain, parce qu'il n'est pas trop pour la nature. Ce n'est pas des livres toujours faciles, mais celui-là est bien, fastoche. J'ai trouvé cette interview dans Philosophie Magazine à l'occasion de la sortie de ça. Il est très ami, il a inventé un terme qui s'appelle les hyperobjets, qui vient d'une chanson de Björk avec lequel il est très ami. Donc, il influence beaucoup les artistes et les arts. Et voilà, on lui demande dans cette interview ce que veut dire maillage. Alors, il prend une métaphore simple qui me sert de conclusion. Le matin, il m'arrive de préparer des crêpes pour mes enfants. J'utilise une passoire afin de tamiser la farine. Cette farine a des mailles, des petits trous par lesquels les flocons de farine passent. Je pense que le réel se présente à nous ainsi. Il n'est pas plein ni continu. Il y a des petits trous entre les choses. C'est grâce à ces trous que les transformations sont possibles et que les événements se produisent. Là, finalement, un fait, pour une pizza, c'est finalement un objet d'étude philosophique peut-être plus intéressant qu'une notion comme la liberté ou comme parce que dedans il y a plein de trucs qui passent et qu'il y a du sens en fait. Si vous vous intéressez à la théorie de l'évolution, il y a toutes sortes de sauts, de discontinuités, d'accidents, de transformations successives des espèces. Les fossiles que nous possédons ne fournissent pas un tableau complet, mais ces trous ne sont pas la preuve que la théorie de l'évolution serait fausse. Il y a des bouts qu'on ne comprend pas et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas y avoir un début de théorie. Et ce principe de maillage, parce qu'ils disent vous employez des métaphores avec des passoires, j'utilise la capacité des humains à visualiser le problème. Et finalement, un objet comme une pizza peut permettre de mieux comprendre les échanges culturels, la façon dont on s'approprie quelque chose. Et finalement, ce n'était pas qu'une histoire de bouffe, c'était une histoire de comment on peut étudier un objet. Et il dit quelque chose qui me servira de conclusion. Voilà, le métier de philosophe consiste à trouver des métaphores pour faire voir le monde autrement. Il a un truc très rigolo, si vous êtes passionné, on peut, parce que c'est l'époque, par l'écologie. Quand on lit un livre, normalement, on a plutôt envie de se flinguer, parce que ça va s'écrouler, tout ça. Lui, il dit, ça s'est déjà écroulé, en fait. Toute la limite écologique qu'on pouvait est déjà là, donc la question, c'est comment on fait. Donc, c'est pas puritain, selon lui, il y a une écologie il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il dit, finalement, il y a une pratique de l'écologie qui peut se faire assez quotidiennement. Et c'est là où c'est très nourrissant, en fait, ce que dit Timothy Morton, voilà, qui a une tête de punk. Je vais regarder, si vous avez des questions, je vous écoute. Et on va lire celles des autres. Je suis désolé, je dois partir. Tac. Indice Big Mac, depuis 1986, le magazine The Economist publie un indice permettant de comparer le coût de la vie dans différents pays. Cet indice porte sur un seul produit bien particulier, le hamburger Big Mac de McDonald's. Vous avez raison, ça doit être M. Jérôme qui me dit ça, parce qu'il y a toujours des tas d'infos qui m'intéressent. Il y a un indice de pizza. C'est un IP quelque chose, c'est un indice le prix de la pizza va servir de marqueur pour des sociétés qui sont riches ou qui ne sont pas riches. On l'a considéré comme un aliment basique. Bon, elle a des fois, vous l'avez peut-être vu passer, mais aux États-Unis, les lobbies autour de la pizza américaine ont réussi à convaincre le Congrès à un moment donné que comme il y avait de la tomate dessus, la pizza était un légume. Et là, ma femme a perdu l'autre partie de ses cheveux parce que c'est quand même un peu audacieux. La prévalence de l'obésité, du diabète, est un indice de l'uniformisation, conséquence de la mondialisation. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en effet, on mange des conneries. Mais que dans ces conneries, il y a quelque chose d'autre que juste un objet de repoussement, repoussage, repousserie. Ben, merci à vous, avec plaisir.